Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. À la une de l'actualité ce lundi, un nouveau membre au sein du conseil communal de Cotonou. Il s'agit de Odile Kossi qui vient remplacer Gisèle Adibi. C'était à l'occasion de la 2e session ordinaire à la mairie de Cotonou. Respect des mesures barrières par les populations des régions lacustres pour mieux s'imprégner de la réalité. Jérôme Hongbo a fait une incursion dans le quotidien d'un pêcheur à Ganvier. Et puis, on va s'intéresser à cette lecture publique qui a eu lieu le week-end écoulé. Il pleut des humains sur nos pavés. C'est le titre d'une pièce encore en écriture, une œuvre de Giovanni Ronsou. La courbe de contamination liée au coronavirus monte au Bénin. Déjà plus de 1000 cas enregistrés avec une vingtaine de décès. La négligence des gestes barrières est pointée du doigt, mais à côté, les réflexions se mènent pour contenir le virus. Koudous Abdoulaye. Le virus est partout. Le ton alarmant de Benjamin Humpati. Chez vous, avec ce que vous croisez dans la rue. Face au constat de négligence dans l'observance des gestes barrières dans le monde scolaire, le ton ferme du ministre de la Santé pour un rappel à l'ordre. Respect des mesures barrières, port systématique de masques en tout temps, lavage systématique des mains à l'eau au savon, ou désinfection des mains au gel hydroalcoolique, respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre. Et deuxième cri d'alarme, passez le message autour de vous. Lorsqu'en ces temps-ci, on sent le moindre petit signe, la moindre irritation de gorge, la moindre irritation au niveau des narines, un peu de fièvre, un peu de tout, il faut immédiatement consulter. Il ne faut pas attendre pour dire c'est banal. Ce n'est pas banal à ces temps-ci. Je voudrais que vous soyez les porte-voix. Nul n'est de trop dans ce combat contre le coronavirus. Ce praticien de santé fait des propositions en 15 points pour maîtriser le monstre Covid-19 au Bénin. Le recours à la police sanitaire pour faire respecter les gestes barrières figure en bonne place. La création des unités mobiles de police sanitaire ciblées sur les lieux de forte densité humaine, les marchés et autres. La création des unités d'enquête épidémiologique et de dépistage avancé pour pouvoir rattraper un certain nombre de cas. Au regard de cette courbe ascendante de contamination, il propose la fermeture de certains lieux publics et un dépistage sélectif. Le dépistage sélectif et l'administration volontaire en prophylaxie de la chloroquine à des personnes âgées de 18 ans à 40 ans ou toute personne à risque pendant au moins 2 semaines en respectant les contre-indications de la chloroquine. La création des unités mobiles FIS de pharmacovigilance et l'ouverture d'un numéro vert. Il propose par ailleurs l'institutionnalisation de la politique Covid en impliquant les maires et à l'accélération d'un partenariat public-privé dans la stratégie de lutte. Je vous l'annonçais dans les titres. Odile Kossi est désormais membre à part entière du conseil municipal de Cotonou. Elle remplace officiellement Gisèle Adibi, alors élue de la 4e mandature. C'était à l'ouverture ce lundi de la 2e session ordinaire à la mairie de Cotonou. Marcel Arossi. Kossi
Odile, 6e arrondissement. Article 2. Elle est établie conseillère municipale à Cotonou. Odile Kossi, récemment suppléante de Gisèle Adjibi aux dernières élections dans le 6e arrondissement, est installée au conseil municipal et pourra désormais y siéger, la titulaire ayant officiellement démissionné. C'est l'ouverture de la 2e session ordinaire, la première pour Luc Atropo et tous les autres élus de la 4e mandature. Voilà le contexte actuel dans lequel démarre la mission que les Cotonoises et les Cotonois nous ont confiée. Nous allons l'assurer avec la méthode que cela requiert. Et sa première méthode, délégation des domaines de compétences aux 3 adjoints au maire. Premier adjoint au maire, la gestion des affaires domaniales et la police municipale. Deuxième adjoint au maire, la gestion de l'environnement, le suivi de la mise en œuvre des projets du gouvernement, la salubrité et la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales. Troisième adjoint au maire, les affaires sociales, culturelles et sportives, le suivi des ONG et associations. À titre exceptionnel, la troisième adjointe au maire assure la gestion des enregistrements des faits d'état civil. Finir véritablement avec les inondations en saison pluvieuse, moderniser l'administration municipale et rendre la capitale plus belle et attrayante sont entre autres les priorités du maire de Cotonou. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a rencontré les maires et les adjoints au maire du Bénin. Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques relatives à l'exercice de leurs fonctions. L'étape du Monokoufo a eu lieu à Grand Popo, Précieuse Akweronou, Monique Toran. La décentralisation pour insuffler une nouvelle dynamique aux communautés à la base. Le ministère de la décentralisation sensibilise les maires, les adjoints aux maires des 12 communes du département du Monokoufo. Les autorités de tutelle discutent avec les nouveaux élus du rôle qui est le leur dans le processus. En effet, les textes de la décentralisation au Bénin confèrent aux communes et aux autorités communales que vous êtes des compétences et prérogatives que vous devez exercer sous le contrôle et avec le concours de l'État. Le bilan des 3 premières mandatures qui sont passées reste assez mitigé, avec des compétences insuffisamment exercées par les élus qui vous ont précédés. Les missions d'audit et de contrôle périodique effectuées dans les communes et municipalités au cours de ces mandatures ont révélé de nombreuses insuffisances par endroit dans le fonctionnement général des conseils communaux et municipaux ainsi que dans la gestion administrative et financière des communes. C'est pourquoi, au nom des défis qui s'imposent à cette 4e mandature et face auxquels j'en appelle au sens élevé de votre responsabilité, je note entre autres la gouvernance participative et inclusive, la mobilisation des ressources financières, surtout les ressources propres des communes, jusque-là insuffisamment mobilisées et pour lesquels très peu d'efforts sont consentis par la majorité des élus dans les communes que vous représentez. Plusieurs communications ont marqué cette séance de travail, entre autres. Le gouvernement a voulu saisir cette occasion pour leur dire comment ils doivent se comporter en tant que nouveaux élus, les défis à relever. Je sais que ces défis-là sont immenses, mais ne sont pas insurmontables. Donc, un certain nombre de communications a été prévu à leur intention dans le cadre de cette séance de prise de contact. La décentralisation vise à assurer la participation des collectivités locales au développement et un meilleur équilibre des pouvoirs sur l'ensemble du territoire national, bientôt 2 décennies qu'elle est mise en œuvre au Bénin.
Et pendant ce temps, la ministre du Travail et de la Fonction publique a installé les membres de la commission administrative paritaire. La cérémonie a eu lieu jeudi dernier. Le point avec Génial Afouda, Monsi Agoka et Françoise Insou. Ils ont désormais pour mission de siéger en matière disciplinaire sur les sanctions de deuxième degré et défendre tout agent lésé dans ses droits au sein du ministère du Travail et de la Fonction publique. Eux, ce sont les membres de la commission administrative paritaire fraîchement installée dans ce département ministériel. Nous allons œuvrer de façon continue à faire respecter les tests en matière de discipline. Nous allons travailler, les membres de cette commission et moi-même, avec loyauté, dévouement et respect des tests afin que le droit soit toujours dit. La commission administrative paritaire en question est composée de 12 membres, dont 6 représentants titulaires de l'administration et 6 représentants titulaires des organisations syndicales. La commission administrative paritaire est chargée d'examiner le dossier disciplinaire de l'agent incriminé tant dans la forme que dans le fond, de faire ressortir la faute si elle existe, d'en apprécier la gravité et de faire des propositions au ministre. Elle siège aussi en matière de dialogue social pour prévenir les conflits, les problèmes qui pourraient porter atteinte aux agents, au bon fonctionnement des services ou au renforcement de la gouvernance participative au sein des structures du ministère. La commission administrative paritaire intervient dans les domaines de l'évaluation du stage probatoire des fonctionnaires stagiaires, de l'examen des recours administratifs en matière de notation chiffrée d'appréciation des agents. La commission administrative paritaire est l'une des instances disciplinaires prévues par la loi numéro 2015-17 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique au Bénin. Intéressons-nous maintenant au respect des gestes barrières par les populations des régions lacustres. C'est un sujet qui a conduit Jérôme Hungbo, Alexis Segwemon et Bruno Rotekbo dans la commune de Soava. Ils ont fait une incursion dans le quotidien d'un pêcheur à Ganvier. Regardez. Jouxtant la commune d'Abomey-Calavi, la cité lacustre de Soava abrite la Venise de l'Afrique, Ganvier. Au quartier Sokome, nous avons rencontré Peter Arissou Adingban, polygame, père de 8 enfants. Tôt le matin, il se prépare pour son activité quotidienne, la pêche. Il s'y rend accompagné d'un de ses enfants et en plein océan, il met son masque. Je mets le masque pour respecter les mesures barrières. Je n'oublie pas le lavage des mains, l'éternuement et le crachat. Nos citoyens enseignants ont été dépistés négatifs. Aucun cas n'est jusque-là signalé ici à Ganvier, mais nous sommes vigilants face à la situation. Au fur et à mesure que les jours se lèvent, on sensibilise les populations par rapport à ce qu'ils doivent faire pour éviter la propagation de cette maladie-là. Chaque chef de village est sensibilisé et il est demandé à chaque chef de village d'aller voir la population. Nous aussi, nous passons de pirogue en pirogue pour sensibiliser la population. Nous leur disons l'importance de ce que nous devons faire pour éviter que ce mal-là sévisse dans nos différents villages. S'ils ne restent pas en bonne santé, ils ne peuvent pas faire le reste des choses qu'ils doivent faire dans leur vie. Pourquoi il est très important que chacun puisse mettre en application les mesures qui sont prises par le gouvernement pour la santé de tout le monde. Peter Arissou décharge les produits de la pêche à sa femme qui se rend au marché pour la vente. Me voici encore en route pour le marché. C'est difficile, tout a chuté.
À cause de la pandémie, mes commerces ont pris un coup. Cela fait 2 mois que je suis sur place. On a peur de la maladie, or on doit nourrir les enfants. La Covid-19 aura donc ralenti les activités par ici. Mais pour d'autres sages de Ganvié, rien ne vaut la vie et il faut accentuer les sensibilisations. Nous les pêcheurs, nous souhaitons que l'autorité nous sensibilise davantage sur cette pandémie afin qu'on soit mieux aguerris. Pour l'heure, les autorités locales veillent au grain. Le mal là existe réellement, ce n'est pas une invention. Et chacun de nous est appelé à respecter les mesures pour la santé de nous tous. Chacun doit, là où il se trouve, faire tout possible. Nous prions Dieu pour que le moment là passe. C'est difficile pour nous, mais nous devons résister un peu contre les difficultés là pour que nous soyons en santé. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Tant qu'on n'est pas en santé, on ne pourra pas réaliser nos projets. Togando Lebran mettons. Ministre de l'Intérieur, il avait formé pour les au droit pour les Rachedi. Il a attendu soit par les pour faire qu'il peut. Le chef de l'État et son gouvernement se soucient beaucoup des populations. Nos forces de l'ordre sont très aux aguets, notamment la distanciation dans le transport des passagers. Nous saluons et remercions cette initiative de protection des populations prises par le président Patrice Talon. C'est pour notre bien-être, les mesures barrières. Respectons-les et on sera toujours en vie. Le soleil se couche sur Ganvié. Cette famille dort tranquillement sous moustiquaire pour limiter au maximum les dégâts. Littérature à présent avec ce concours prix des jeunes écritures de RFI qui a révélé 2 jeunes béninois. Ils sont parmi les finalistes à l'échelle mondiale. Germain Macédé et Karat Koto Yerima sont les 2 finalistes. Comment sont-ils arrivés à cette étape? Ils en parlent au micro de Axel Dancy et de Jules Akoyko. L'œuvre a été retenue déjà pour que je puisse commencer avec la phase précédente et donc avec le vote du public parce qu'on est allé jusqu'à 1200 voix avant d'être dans le top 15 retenu par le public pour la phase finale. Et donc nous sommes 30 finalistes, les 15 retenus par le grand public et les 15 du jury. J'ai écrit une histoire intitulée L'histoire du jeune Mariano qui fait ressortir quelques aspects de notre vie courante parce que Mariano étant un petit enfant déjà à sa naissance, il a perdu sa maman. Par la suite, à 16 ans, lorsqu'il était en terminale, il a perdu aussi son père puisqu'il était l'unique et il devait toutefois se retrouver dans la maison familiale. Il s'est fait que, par la force des choses, les membres de la famille doivent se débarrasser de lui pour pouvoir quand même s'accaparer des biens de son père. L'œuvre est intitulée Trouble nocturne. C'est l'histoire d'une jeune fille, orpheline de père, qui fait un cauchemar. Et comme tout cauchemar, rien ne se passe comme prévu. Elle y découvre qu'elle a un demi-frère et la confrontation avec ce dernier ne se passe pas bien. À la fin, elle se retrouve prise dans une sorte de groupe temporel. Pour voter, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous cliquez dans la barre de recherche l'histoire du jeune Mariano. Pour voter pour moi, vous cliquez sur l'histoire du jeune Mariano et ça vous amène directement sur la plateforme. Pour voter, si vous avez déjà voté pour la phase précédente, ça vous donne la possibilité de différencier directement les voix. Mais si ce n'était pas encore fait, vous allez voir en bas, c'est écrit « Je vote ». En bas de l'histoire, parce que vous devez défiler. Et donc au bas de l'histoire, c'est écrit « Je vote ». Vous cliquez sur « Je vote », ça vous demande de vous inscrire. Donc c'est la première possibilité de vote. Et je demande au grand public de voter pour que en 24 heures, nous puissions quand même atteindre les 5000 voix et plus parce que le premier est déjà à 5000. Nous
voudrions quand même prendre la première place. Pour gravir le reste des marches, il me faut énormément de votes. Alors je vous demande de me soutenir. J'ai besoin de vous. Votez massivement pour moi. Partagez à vos proches ou seulement lisez mon œuvre. Il est connu pour avoir remporté le prix RFI Théâtre en 2018, mais aussi pour être le lauréat du Grand Prix littéraire du Bénin en 2019 dans la catégorie théâtre. Eh bien, cette année 2020, Giovanni Wansou revient sur les planches, ou presque, avec « Il pleut des humains sur nos pavés », une pièce encore en écriture et pour laquelle l'auteur a organisé une lecture publique le week-end écoulé. Nicanor Kovi y a assisté. Attention, deux dames devant. Vous la connaissez? Tout le monde la connaît. La titraille est une promesse d'action, comme dans un blockbuster hollywoodien. Mais le monde, selon Giovanni Wansou, n'est pas du cinéma, plutôt un vaste théâtre à ciel ouvert. Sa nouvelle pièce, intitulée « Il pleut des humains sur nos pavés » est ici performée. Une lecture en public utile à la création du dramaturge. L'intérêt de cette lecture en public, c'est de permettre au dramaturge et à l'auteur de continuer son travail d'écriture jusqu'à arriver à la version finale ou la version pré-finale. Il peut arriver qu'un dramaturge sollicite une lecture en public pour rencontrer un public, rencontrer des avis, les prendre en considération pour continuer son travail. Le Kuka ou Katanga, l'unité de lieu de cette pièce dont la fable est tissée autour de la thématique des quartiers dits difficiles. Quartiers loméens au Togo ou provinces administratives en RDC, qu'importe finalement tant la pièce semble battre le pavé, même si l'auteur s'en défend. Je cherche à créer une pièce qui peut se jouer partout parce qu'elle transportera une réalité qu'on retrouvera dans plusieurs pays. Et ici aussi, j'aborde la thématique des territoires marginalisés, croisée à celle de l'amour dans ces territoires dits dangereux. Il pleut des humains sur nos pavés est encore en chantier. Mais la distribution, elle, est bien bouclée. Première lecture en public ce coup-ci, des réglages en perspective dans l'écriture, mais aussi un aperçu général pour nourrir le jeu des comédiens. Nous avons travaillé 3 jours, 4 heures pendant 3 jours, donc 12 heures au total pour rendre ça. Et on avait envie de jouer en même temps, en fait. C'était comme se lier les mains que de s'arrêter au niveau de la lecture. Je pense que les auteurs devraient faire ça, c'est une très belle démarche. Et pour les spectateurs de circonstance, des gens du théâtre pour la plupart, l'initiative de cette lecture tombe bien à propos, la pièce aussi. Et je suis très content et je pense que c'est très bien. Ce qui me fait plaisir, c'est que très rapidement qu'ils trouvent des moments de financement, et qu'ils montent le spectacle. Vous voyez, ça permet de jouer et in fine, d'éditer. Démiurge tout-puissant, le dramaturge se fait ainsi une première idée de la vie de sa pièce sur scène. Et d'ailleurs, il va pleuvoir des humains sur les scènes loméennes et cotonoises en septembre-octobre 2020, mois de la première de cette pièce. Elle a enseigné les mathématiques pendant 20 ans, puis tourné le dos à sa carrière d'enseignante de maths et décidé de se lancer dans l'art. Claudine Dan, artiste peintre béninoise de la diaspora, embarquée dans le monde pictural à plus de 50 ans, des maths à l'art ou du concret à l'abstrait. L'étonnant revirement d'une enseignante nous est conté par Herman Rodrigue-Amégan et Bernol Djobé. Elle a troqué les chiffres contre la peinture. À la recherche du savoir décidé, Claudine a découvert le monde pictural dont elle est tombée amoureuse. Depuis maintenant 4 ans, elle vogue sur une île lunatique avec ce qui est devenu son nouvel amant. Je suis professeur de mathématiques au lycée et j'interviens à l'université pour l'écriture des nouveaux programmes de mathématiques. À un moment donné, j'ai voulu écrire les mathématiques en bande dessinée pour les apprenants et c'est ce qui m'a amené à l'école des beaux-arts à Besançon en France pour pouvoir apprendre à dessiner.
Et en allant apprendre à dessiner, je me suis inscrite à un cours de modèle vivant où on faisait la peinture, mais d'un modèle choisi qui était vivant. Et c'est ainsi que j'ai découvert ma passion, je vais dire ce don pour la peinture. Elle n'a peint ni la Joconde ni la Seine, mais ses œuvres attisent un grand feu, celui de la curiosité des amoureux de l'art abstrait. Dans l'Hexagone, où Claudine a posé ses valises il y a 3 décennies, son art est très vite adopté. Ce sont mes œuvres en France. Avec fierté, elle brandit l'album qui retrace son parcours. Mais comme les premiers amours sont immortels, l'artiste est retourné à l'enseignement. Mais cette fois-ci, plus de géométrie, encore moins d'algèbre, toile et pinceau prennent leur place. L'objectif, c'est tout simplement de faire découvrir mon art, de partager donc cette passion et surtout d'initier les enfants, notamment, à la sensibilité à l'art. La quinquagénaire n'oublie pas les siens. Ces dernières années, elle revient dans son Bénin natal pour faire profiter son art à des gamins déjà réceptifs et créatifs. La personne qui m'a appris à dessiner est Madame Claudine. Et quand je dessine, je suis content. J'ai eu à dessiner les trucs que je regarde à la télé, comme Sangoku, Naruto. Chaque fois qu'on vient à l'atelier, on fait la peinture. Je suis très contente d'être ici et j'invite mes amis à faire pareil. Les œuvres qu'ils créent me surprennent parfois. Les temps d'atelier sont des moments où ils sont calmes, où ils font leur création de façon libre. Pendant cette période de coronavirus, la vie m'a accordé de me retrouver 3 mois dans mon pays natal alors que je suis arrivée passer 2 semaines. 3 mois que j'ai passé avec beaucoup de joie et de plaisir. Claudine a peut-être fait plus de temps que prévu, mais une fois encore, la boussole de sa carrière lui indique le nord. L'artiste retourne dans son pays d'adoption avec l'idée de descendre beaucoup plus souvent pour ces jeunes apprenants unis dans l'art. Hors du Bénin, le Conseil de sécurité des Nations Unies se penche ce 29 juin sur le projet de mise en service du barrage de la Renaissance érigé par l'Éthiopie. L'ouvrage est contesté par l'Égypte et le Soudan qui redoutent de devoir subir de graves conséquences de ce projet qui arrive à son terme au bout de 9 ans de travaux. Les explications de James William Bagiti. Voici l'infrastructure qui pourrait être à l'origine de la première guerre interétatique pour l'eau en Afrique. Lancé en 2011 par l'Éthiopie pour un montant de 4 milliards de dollars, le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique devrait générer une production de plus de 6000 MW, de quoi couvrir la quasi-totalité des besoins en énergie du pays. C'est au cours de cette semaine, selon une annonce du gouvernement éthiopien, que le réservoir du barrage doit commencer à être rempli, et ce, avec les eaux du Nil. Problème, les 2 pays en aval du barrage, le Soudan et surtout l'Égypte, qui dépend à plus de 97% des eaux du fleuve, voient d'un très mauvais œil ce projet infrastructurel, prêt à tout ou presque pour l'empêcher. Ce 29 juin donc, après plusieurs semaines de blocage des pourparlers, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'empare du dossier dans l'espoir de trouver une solution à l'avantage de toutes les parties. Méfiant envers les États-Unis, jugé trop proche de l'Égypte, l'Éthiopie attend la décision des 15 tout en réaffirmant que la mise en eau du grand barrage de la Renaissance ne réduira pas le débit du Nil dans les pays de l'aval. Le pays tient de toute manière à mettre en exécution son projet, dans lequel des ressources colossales et des moyens humains importants ont été investis. Tous les ingrédients d'une confrontation qui, sauf proaction du Conseil de sécurité et plus largement de la communauté internationale,
pourrait déclencher le premier grand conflit pour l'eau que les analystes et les géopolitologues les plus catastrophistes annoncent depuis déjà plusieurs décennies. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis le 27 juin 2019, Louis Béono Vlavono, colonel des douanes à la retraite, parlementaire chevronné et membre fondateur du parti Union progressiste, est à la tête de notre Parlement à la suite des